Pour ceux qui suivent un peu l'actualité française, faut-il rappeler le mouvement des Gilets jaunes en 2018, ces manifestations importantes, autant que leur répression d'ailleurs, avaient été suscitées par l'augmentation des prix des carburants. Dans un monde où le kérosène reste détaxé, le contraste interpelle évidemment. Passer aux renouvelables, cela représente des coûts. Leur répartition équitable est un enjeu majeur de la transition. La morale et les questions éthiques et sociales, voilà du grain à moudre pour un philosophe. J'invite Michel Bourban à rejoindre la tribune. Dès qu'il aura le temps et que son micro sera allumé, je peux vous en céder un, nous sommes équipés. Vous êtes Michel Bourban, prenez place sur la scène. Professeur assistant. Vous êtes professeur assistant en philosophie à l'université de Twente aux Pays-Bas, spécialisé dans les questions éthiques que soulève le changement climatique. Et les États ne sont pas les seuls à être comptables de ces questions épineuses, comme vous allez nous l'expliquer. Justice climatique et politique climatique internationale, nationale et municipale, c'est le thème de votre intervention. On vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Michel Bourban. Merci beaucoup. Oui, je crois que le micro fonctionne. J'ai une voix très grave, donc j'espère que ce ne sera pas un problème. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers élèves, merci avant tout aux organisateurs de cet événement. Je vous remercie de m'avoir invité à y participer. Et merci également aux élèves qui ont eu le courage de prendre la parole tout à l'heure. Je voulais commencer par insister sur le fait que on reconnaît tout à fait vos préoccupations, on reconnaît tout à fait votre anxiété. On parlait tout à l'heure d'espoir rationnel. Je crois que dans ce cas-là, on peut aussi parler d'anxiété rationnelle, pour la simple et bonne raison que la plupart des scientifiques dans le milieu de la recherche de l'environnement reconnaissent et partagent vos préoccupations. Donc j'ai cette slide pour commencer qui fait un très bon écho à ce que nous avons discuté tout à l'heure. Donc c'est le dernier rapport du GIEC. Et parmi les nombreuses lignes qui sont extrêmement préoccupantes et qui montrent à quel point nous allons vers un dérèglement climatique dangereux à toute vitesse, nous avons ce constat qui est posé que le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout retard supplémentaire dans une action qui soit à la fois globale et concertée en matière d'adaptation et d'atténuation manquera la brève fenêtre d'opportunité qui se referme rapidement pour garantir un avenir vivable et durable. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que la fenêtre d'opportunité qui reste est à la fois brève et se referme rapidement, et c'est pour ça que l'anxiété et même la colère sont des émotions tout à fait justifiées et rationnelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette fenêtre d'opportunité existe encore. Donc dans ma présentation, je voudrais un peu parler sur quels types d'actions sont possibles et quelles raisons on peut utiliser pour justifier ces actions. Donc, en tant que philosophe, je m'intéresse beaucoup à cette notion de justice climatique qu'on voit beaucoup scandée dans la rue par les activistes, et je m'en réjouis beaucoup. Et une des choses que j'essaie de faire, c'est de me demander comment penser les exigences de la justice climatique. Et pour dire les choses schématiquement, on peut dire qu'il existe trois principaux devoirs de la justice climatique. Les deux principaux devoirs font écho à ce qu'on vient de voir dans la citation du GIEC. Il y a principalement les devoirs d'atténuation. Donc ici, il s'agit de réduire les émissions globales, mais aussi de protéger et d'augmenter les puits de carbone naturels comme les forêts et les océans. Deuxièmement, lorsque la réduction n'a pas été suffisante, et de facto elle n'est pas suffisante aujourd'hui, nous avons aussi des devoirs d'adaptation et notamment d'aider les populations vulnérables à s'adapter. Donc ici, il s'agit de protéger les sociétés des impacts climatiques présents, mais aussi futurs, par anticipation, les vagues de chaleur, les sécheresses, les inondations. Et enfin, lorsque l'atténuation et l'adaptation n'ont pas été suffisantes, il y a également un devoir de réparation, si possible, ou si cela n'est pas possible, au moins un devoir de compensation. Et il s'agit ici de remédier à ce qu'on appelle les pertes et dommages suscités par le réchauffement climatique. Donc cela soulève la question, mais pour réaliser ces devoirs, qui doit faire quoi et dans quelle mesure pour contribuer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre? Donc dans ma présentation, je vais parler avant tout de l'atténuation et je vais mettre l'adaptation et les pertes et dommages de côté, non pas parce qu'elles sont moins importantes, mais tout simplement parce que nous n'avons pas le temps de tout couvrir.
Et ici, on peut distinguer schématiquement 5 grandes familles d'agents qui ont des responsabilités climatiques en matière de réduction des émissions. Nous avons premièrement les États-nations, ensuite ce qu'on peut appeler les entités politiques supranationales. Quelques exemples, les Nations Unies, bien sûr, on est là pour en parler, l'Union européenne et enfin l'Organisation mondiale du commerce. Les entités politiques infranationales, en dessous de l'État-nation, comme les villes, les provinces et les cantons, les entreprises et les individus. Donc vu que je m'intéresse avant tout aux politiques climatiques, je vais me focaliser sur les 3 premiers individus, les États-nations, les entités politiques supranationales et les entités politiques infranationales. Donc quand on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions, on doit avant tout se demander d'où viennent les émissions. Et vous voyez ici une représentation schématique des principales sources d'émissions de CO2, avec l'énergie qui vient très largement en tête. Plus de 73% des émissions mondiales sont causées par la production et la consommation d'énergie. Mais vous voyez aussi que la déforestation et aussi l'agriculture ainsi que l'élevage des animaux de consommation produit également énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Mais concentrons-nous avant tout sur l'énergie. Et quand on parle d'émissions de CO2 liées à l'énergie, la première question, c'est quel pays a quel type de responsabilité? Il y a énormément de données sur la question, parce qu'on peut différencier différentes manières de contribuer aux émissions de gaz à effet de serre. Sur la gauche, vous avez un schéma qui représente les émissions pour l'année 2016, avec la Chine qui arrive largement en tête, avec 27% d'émissions globales, suivi par les États-Unis, 15% des émissions globales. Et enfin, nous avons l'Union européenne avec 9,8% des émissions globales. Donc ça, c'est pour une année donnée. Mais si on se focalise sur le schéma à droite, vous avez les émissions cumulées depuis le début de la révolution industrielle. Et là, on voit très clairement, avec l'Europe et les États-Unis, nous avons toute cette partie immense des émissions cumulées. Et c'est important de prendre en compte les émissions cumulées parce que le CO2 a une durée de résidence très longue dans l'atmosphère de plusieurs centaines d'années. Les émissions émises depuis la révolution industrielle sont encore largement présentes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur le cas de la Chine, c'est important, mais si on veut parler de responsabilité, il faut en prendre en compte les émissions historiques, notamment dans les pays développés. Donc quand on se demande pour quelles raisons les pays doivent réduire leurs émissions, on peut penser en termes de principes de justice qui vont allouer la responsabilité. Un principe très connu ici est le principe du pollueur-payeur qui alloue les coûts de la réduction par rapport à la contribution aux émissions globales. Mais on peut aussi se placer du point de vue simplement de la capacité. Les États qui ont le plus de capacité à lutter contre le changement climatique, que ces capacités soient technologiques ou financières, ont une plus grande responsabilité. Et enfin, nous avons aussi un principe qui est dit du bénéficiaire-payeur, où là, les coûts des politiques sont plutôt alloués en fonction des agents qui ont le plus bénéficié des activités émettrices passées et présentes. Le résultat important des analyses philosophiques sur la question est que quel que soit le principe qu'on prenne ou la combinaison de ces principes, le résultat est toujours le même. Les principaux responsables sont les pays en Europe et en Amérique du Nord, l'Australie, le Japon qui manque sur la liste, et la liste du basique, donc Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine. Donc maintenant qu'on a schématiquement justifié quels sont les pays les plus responsables, on va se demander comment ces pays peuvent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et les pays, de facto, en 1992, se sont mis d'accord lors du sommet des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, pour dire que, enfin, afin d'empêcher toute perturbation anthropique dangereuse du changement climatique, les États vont allouer les coûts sur la base de l'équité et en fonction de leurs responsabilités communes, mais différenciées, et de leurs capacités respectives. Donc c'est ça le cadre qui est posé, qui reflète les 3 principes dont j'ai discuté tout à l'heure, étant donné qu'on peut dire que le pollueur-payeur reflète cette norme de la responsabilité commune mais différenciée, et le principe de la capacité à payer reflète cette partie des capacités respectives. Donc on se demande qui peut faire quoi. Beaucoup de cadres conceptuels ou théoriques sont possibles. Un cadre qui reste assez influent, qui a été formulé dans les années 70, est celui de l'équation IPAT. Et selon cette équation,
On peut considérer, à nouveau c'est une simplification, mais qui aide beaucoup à orienter les politiques climatiques, que l'impact environnemental égale la croissance démographique multipliée par les niveaux de vie, multipliée à la fin par l'innovation technologique. Donc prenons chacune des variables de cette équation une par une pour voir qu'est-ce que les États peuvent faire. Premièrement, on en discute beaucoup, c'est la question de la transition écologique et plus précisément, si on veut réduire les émissions liées à l'énergie, la transition énergétique. Donc selon certaines études, et qui sont de plus en plus nombreuses sur le sujet, il est possible d'ici la moitié du siècle, 2050, d'avoir une transition à 100% d'énergie renouvelable dans 139 pays au monde, si les politiques adéquates sont mises en œuvre. Donc cela reflète une réflexion qui a été donnée tout à l'heure par certains des élèves, à savoir que les solutions existent déjà. Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté politique pour les mettre en œuvre, pour favoriser la recherche et le développement, et ultimement le déploiement des technologies existantes. Mais une autre remarque qui a été également faite par une autre élève, c'est qu'il faut faire attention à l'optimisme technologique. Et c'est une très bonne remarque dans le sens où on ne peut pas simplement parier sur l'innovation technologique pour éviter un réchauffement climatique dangereux. Il faut également d'autres types de politiques que des politiques d'investissement dans l'innovation technologique. Donc, nous arrivons ici aux exemples, par exemple, de régulation. On peut penser aux taxes carbone ou aussi au marché du carbone, c'est tout ce que vous avez sur la gauche. On peut réguler l'utilisation des technologies polluantes comme l'avion, la voiture et la consommation de la viande en imposant des taxes. Ces taxes doivent être progressives afin de ne pas avoir de contradiction entre justice climatique et justice sociale. Mais on peut également aller aussi plus loin et considérer que pour les objets de luxe, qui sont les objets les plus émetteurs, nous pouvons même interdire certaines technologies. Donc là, nous sommes très loin de l'idée d'une innovation technologique. Nous passons de l'innovation à l'ex-novation. L'ex-novation, c'est dire certaines technologies sont tellement polluantes qu'il ne faut plus les utiliser. Et sur votre droite, vous avez certains exemples assez importants de types de technologies qu'il faudrait interdire si on prend la lutte contre le changement climatique au sérieux. Le troisième terme de l'équation IPAT, nous avons vu innovation technologique, nous avons vu également réduire les niveaux de vie. Il s'agit des politiques dites de contrôle de la population. Très souvent, c'est interprété comme des politiques de réduction de la croissance démographique dans les pays pauvres. Mais d'un point de vue climatique, cela ne fait pas grand sens, étant donné que ce sont avant tout les habitants des pays riches qui émettent le plus par tête. Donc là, vous avez certaines données sur les émissions par tête des habitants des États-Unis par rapport aux habitants du Bangladesh et du Niger. Et ici, l'idée, c'est qu'on peut utiliser toute une constellation de politiques pour faire en sorte que les habitants des pays développés aient des familles moins nombreuses. Personne ne défend l'idée qu'il ne faut absolument plus faire d'enfants. L'idée, c'est simplement de dire qu'il faut des familles moins nombreuses grâce à l'éducation et à l'incitation notamment. Donc voilà certaines choses que les États peuvent faire et certaines raisons pour lesquelles les États peuvent les faire. Mais force est de constater que malgré la justification de tous ces principes de justice et de ces devoirs de justice climatique, les États ne se conforment pas, ou du moins pas complètement, à leurs devoirs de justice. Le graphique que vous voyez sur la droite ici représente bien les raisons pour lesquelles les États ne se conforment pas à leurs devoirs de justice. 1990, premier rapport du GIEC. 1995, première conférence sur le changement climatique. Vous avez le protocole de Kyoto en 2005, l'accord de Copenhague en 2009, l'accord de Paris en 2015 et plus récemment le pacte climatique de Glasgow. Et comme on peut le voir, les émissions ont continué, le réchauffement a continué. Donc très clairement, on ne peut pas simplement parier sur le niveau étatique pour mettre en place les actions dont nous avons besoin pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés. Nous avons également besoin d'actions d'acteurs non étatiques. Un premier acteur important ici, ce sont les organisations internationales. Donc, comme je l'ai dit avec l'équation IPAT, nous avons besoin d'un cadre institutionnel adéquat qui promeut à la fois l'innovation technologique, la réduction de la consommation et aussi le contrôle de la population. Sinon, éviter un changement climatique dangereux sera impossible.
Mais même si les États sont les agents politiques les plus aptes à mettre en œuvre ce cadre institutionnel, il y a également d'autres organisations politiques qui peuvent le faire, notamment l'ONU, l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce, étant donné que ces organisations peuvent rendre possible ce cadre et peuvent même le promouvoir en encourageant les États à adopter ce cadre institutionnel. Et donc dans ce cadre, on peut dire qu'il y a deux devoirs de justice climatique des entités supranationales comme l'Union européenne. Premièrement, ne pas interférer avec les obligations d'atténuer les émissions des États, entreprises et particuliers. Donc ici, je pense notamment à l'Organisation mondiale du commerce, qui a une clause qui dit que tout accord qui va contre la liberté d'échanger des biens, tout accord qui va dans le sens d'une réduction du commerce est un accord qui n'est pas recevable. L'idée ici, c'est plutôt d'avoir une clause qui met la protection du climat avant tout comme objectif premier. Donc ne pas interférer avec les obligations d'atténuer des États. Et nous avons également un devoir plus positif, cette fois, l'idée de mettre en place un cadre qui favorise le respect des obligations de ces entités en matière d'atténuation. Et le pacte vert pour le climat de l'Union européenne est un excellent exemple d'une manière de remplir ce devoir. On dit des fois que les organisations internationales ne peuvent pas faire plus que ce que les États veulent bien faire. En réalité, ce sont des acteurs majeurs du processus juridique international. Elles reflètent certes les intérêts de leurs États membres, mais elles émettent également leurs propres revendications. Et ces revendications ne sont pas nécessairement en accord avec ce que les États souhaitent, comme par exemple les Nations Unies qui peuvent faire valoir les revendications des individus et des peuples, si nécessaire contre celles des États, pour protéger des droits humains fondamentaux. Un autre acteur pertinent au niveau non étatique auquel on peut penser, ce sont les villes. Donc les villes sont extrêmement importantes pour plusieurs raisons. Premièrement, la moitié de l'humanité vit actuellement dans les villes, et ici dans l'Union européenne, 3/4 des Européens y vivent. Ce qui veut dire que les villes représentent des concentrations d'activités économiques et industrielles extrêmement importantes. Elles sont responsables pour 70% des émissions de CO2 qui sont liées à l'énergie. Mais les villes ne sont pas seulement responsables pour une grande contribution aux émissions mondiales, elles sont aussi responsables pour beaucoup d'actions en termes de réduction des émissions, d'adaptation également. C'est le niveau où il y a le plus d'actions climatiques, le niveau municipal. Si on regarde l'histoire des politiques climatiques jusqu'à maintenant, ce sont les villes qui ont fait le plus, bien plus que les États. Un point important, c'est que les gouvernements municipaux ont en réalité un niveau de contrôle qui est relativement élevé sur les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire, grâce aux décisions notamment dans plusieurs secteurs, et ici, gestion de l'énergie, transport, aménagement du territoire et gestion des déchets sont des exemples pertinents. Dans tous ces secteurs, des réductions d'émissions peuvent être effectuées et les villes, par les gouvernements municipaux, peuvent contribuer à des réductions d'émissions. Et un autre point important, c'est que les villes représentent, ou le niveau municipal représente le niveau politique qui est le plus proche des citoyens. Et c'est pour cette raison qu'un dialogue peut se mettre en place, et de facto un dialogue s'est mis en place dans de nombreuses villes, entre citoyens et représentants sur des thématiques importantes comme la justice climatique. Et ces dialogues peuvent mettre en place une démocratie délibérative qui amène à des actions politiques bien plus importantes. Et donc si on essaye ici aussi de formuler un devoir de justice climatique, on peut estimer que les villes ont un devoir de justice qui consiste à développer un aménagement urbain qui contribue autant que possible et de manière équitable à des réductions des émissions au niveau municipal. Et cette condition ici, de manière équitable, est extrêmement importante, parce que tant pour les États que pour les gouvernements municipaux, si on ne prend pas en compte la justice sociale quand on met en œuvre la justice climatique, il risque d'y avoir des contradictions entre les deux objectifs. Typiquement, si une taxe carbone est mise en œuvre dans une ville ou un État, en n'étant pas progressive mais régressive, ce sont les membres de la société qui vivent dans les classes sociales et économiques les plus défavorisées qui vont devoir le plus prendre en charge les coûts de la lutte contre le changement climatique. Et cela est un résultat globalement injuste. Donc ici, il ne faut pas séparer la justice climatique de la justice sociale, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder les deux bien à l'esprit. Donc ça, c'est un tableau très compliqué qui récapitule
tout ce que je viens de dire. Je pense que cette colonne ici est la plus importante, si on essaie de récapituler les différents devoirs de justice climatique des différents acteurs. Et cela montre bien à nouveau qu'on n'est pas isolé au niveau des États-nations. Il existe beaucoup d'autres acteurs qui non seulement ont des devoirs, mais qui ont des capacités d'action extrêmement importantes en matière de lutte contre le changement climatique. Donc j'en ai mentionné deux ici, deux acteurs non étatiques, les villes et les organisations internationales, mais il existe d'autres acteurs non étatiques qui peuvent et qui doivent réduire leurs émissions. Un très bon exemple qui a aussi été mentionné avant, c'est l'exemple des entreprises, notamment les carbon majors, donc toutes ces entreprises qui extraient les combustibles fossiles et qui mènent à leur consommation. Elles ont une responsabilité immense, non seulement en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de campagnes de désinformation pour retarder la mise en place de politiques climatiques adéquates. Donc il faut vraiment se focaliser sur ces acteurs également. Et enfin, nous avons la responsabilité des individus qui, indépendamment du cadre institutionnel en place, peuvent eux-mêmes réduire leurs émissions. Plus le cadre est approprié, plus il sera facile pour les individus de réduire leurs émissions. Et pour beaucoup d'individus, il est quasiment impossible de réduire leurs émissions, mais notamment dans les villes et notamment dans les pays riches, les individus ont beaucoup d'options à disposition pour réduire leurs émissions. Et ici, il faut notamment se focaliser sur les 10% les plus riches, qui, comme ce schéma l'illustre, sont les responsables pour la moitié des émissions mondiales. Les 10% des personnes les plus riches au monde sont responsables pour plus de 50% des émissions mondiales. Donc c'est pour ça qu'il faut avant tout se focaliser sur ces individus. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Michel Bourban. Et merci aussi d'avoir établi en un seul graphique la responsabilité colossale de l'Europe dans le problème qui nous occupe actuellement, qui est souvent contesté par les gens qui disent que d'autres polluent beaucoup plus que nous. L'Europe, on en parle, c'est notre fil conducteur. Elle en fait assez, elle n'en fait pas assez, elle peut en faire plus. Quel est votre jugement ? Elle en fait beaucoup, l'Union européenne, notamment sur le thème de la transition énergétique. Si on regarde notamment la recherche que l'Europe finance aujourd'hui en termes de recherche et de développement. Il y a énormément d'appels à projets pour les chercheurs et également pour les représentants de l'industrie pour mettre en place les technologies qui vont faciliter cette transition énergétique. Là où elle en fait sans doute pas assez, c'est sur tout l'aspect non technologique. Donc toutes ces questions de régulation, notamment réguler les technologies polluantes comme mettre des prix sur les billets d'avion sur tout le sol de l'Union européenne, mettre une taxe sur les produits de consommation les plus polluants comme la viande, et aussi sur les questions d'interdiction des technologies les plus polluantes comme les jets privés. Quand on voit qu'une bonne partie des dirigeants politiques vont de conférence sur le climat en conférence sur le climat en jets privés, et que cela ne leur pose aucun problème en termes d'alignement entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on voit très bien qu'au-delà de la transition technologique, l'Union européenne n'en fait largement pas assez. J'ai oublié de préciser que vous étiez suisse, ce qui fait de vous un expert en matière de neutralité, évidemment, carbone et autres. Mais des combats entre 90% de pauvres et 10% de riches, ils sont rarement gagnés, sauf au prix de révolution, non ? Vous pouvez juste répéter la question sur les 90% et 10%? Vous disiez que les 10% d'individus étaient de loin les plus pollueurs. Comment leur faire changer leur mode de consommation au nom des 90% sans des mesures violentes? Les 80 ou 90% peuvent faire sur les 10%, notamment par l'activisme et l'outil fantastique dans l'Union européenne qu'est le vote, vu que nous vivons dans des démocraties, vu que la majorité correspond aux personnes qui sont les moins émettrices. C'est là que, en faisant des choix de vote pour des partis et également pour des projets de loi de réduction des émissions, on peut faire beaucoup plus pression sur les plus riches, parce que c'est vrai qu'attendre des plus riches eux-mêmes qui prennent de manière unilatérale ou volontaire les actions pour réduire leurs propres émissions, là, ce serait justement être dans un optimisme beaucoup trop naïf. Donc, si on met en place un cadre institutionnel qui, par l'éducation
les incitations et quand il le faut, la coercition comme l'interdiction de certains biens polluants, lorsqu'on met en place un cadre institutionnel adéquat, cela permettra à ces 10% qui sont les plus polluants de voir leurs émissions drastiquement réduites. Mais si on veut le faire de manière socialement acceptable, il faut le faire par des décisions démocratiques. Donc tout à l'heure, vous parliez justement de cette possible dictature. Il y a le modèle de la dictature verte, où on dit souvent dans une dictature, les décisions seront prises beaucoup plus vite. Mais le problème, c'est que dans une dictature, la protection de l'environnement se fera au détriment de la protection d'autres droits fondamentaux, comme les droits politiques. Et d'autre part, il n'y a aucune garantie qu'une dictature qui commence par des considérations vertes ne dégénère pas dans un type de surproduction et de surconsommation. Si on prend les exemples de dictatures comme la Chine, on voit très bien que ce sont des dictatures qui ont mené à une empreinte environnementale tout à fait drastique. Donc je pense que dans le cadre démocratique, on peut rester dans des systèmes politiques qui peuvent lutter de manière efficace contre le réchauffement climatique. Vous semblez encourager l'activisme, mais est-ce qu'on ne vit pas précisément dans des États qui semblent de plus en plus encadrer, voire réprimer l'activisme? Est-ce qu'il n'y a pas un retour de balancier de ce côté-là? Donc, je pense à des lois, des manifestations interdites de plus en plus, à des manifestants écolos qui sont interdits d'aller manifester depuis... là, c'est en France particulièrement, mais en Belgique aussi, il y a des lois qui envisageaient de réglementer beaucoup plus les manifestations. Oui. Donc, cela montre justement le risque dans nos démocraties, le risque que les pouvoirs, que les lobbies industriels ont sur la prise de décision. Donc c'est le plus grand risque dans nos démocraties. Et on l'observe dans beaucoup de décisions prises aujourd'hui, notamment les décisions que vous mentionnez, comment l'État décide d'encadrer les actions de désobéissance civile, et comment aussi l'État décide d'encadrer la lutte contre le changement climatique. Plus l'État va prêter l'oreille aux lobbies, notamment les lobbies de l'énergie, des énergies fossiles, mais aussi les lobbies agro-industriels, plus ces États auront ces lobbies auront leurs intérêts qui seront défendus dans les prises de décision, et plus l'intérêt commun sera menacé. Donc là, il y a un problème de déséquilibre entre le pouvoir des lobbies et le pouvoir du peuple. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement important d'insister sur le potentiel de ces manifestations, Fridays for Future, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi beaucoup d'autres actions de la société civile. La société civile, c'est un contre-pouvoir aux lobbies de l'énergie et aux lobbies agro-industriels. Plus la société civile se fera entendre par des actions de désobéissance civile, plus les politiques mises en place seront adéquates et plus le risque d'avoir une démocratie anti-écologique sera réduit. Et on peut même aller vers, vu qu'on parlait d'optimisme rationnel, on peut aller vers l'idée, comme l'a dit Dominique Bourg, d'une démocratie écologique. Si on refonde entièrement les institutions et que l'on place la protection de la biodiversité et du climat dans nos constitutions, on peut arriver à des démocraties qui, dans quelques secteurs que soient prises les décisions, qui vont toujours systématiquement protéger l'environnement plutôt que protéger le commerce ou protéger les intérêts des lobbies agro-industriels et de l'énergie. Donc je pense que c'est vraiment là où ça se joue, c'est ces luttes pour le pouvoir. C'est un souhait, c'est une raison d'optimisme pour vous? Oui, quand je cherche un peu d'optimisme dans notre colloque. L'optimisme vient de tout ce que la société civile fait, justement, c'est foisonnant. Il y a énormément de choses, et les études historiques sur les anciens mouvements, par exemple, pour abolir l'esclavage ou pour promouvoir les droits des personnes de couleur aux États-Unis montrent qu'il suffit de moins de 10% de la société qui prennent part au mouvement pour qu'on ait une masse critique suffisante pour avoir un mouvement de balancier dans l'autre sens. Donc je pense que ça, c'est une très bonne raison d'optimisme, que même si les activistes sont aujourd'hui une minorité, il suffit qu'ils soient autour de 10% et même moins pour arriver à avoir un contre-pouvoir efficace. Donc je pense que, vu l'histoire très récente, mais en pleine accélération des mouvements de la société civile pour la protection du climat, c'est là où on peut trouver les plus grandes raisons d'espoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Des questions pour Michel Bourban? Oui, bonjour.
Sylvain Knecht, je suis de Metz. La question que je pose, c'est toujours sur le contre-pouvoir. La société civile, je veux bien, mais est-ce que le politique suit toujours ce que propose la société civile, sachant que la communication qui est faite est toujours faite dans un sens qui va pour mettre l'économique avant l'environnemental, et le social, j'en parle même pas. Alors, est-ce que réellement vous y croyez, vous, à une démocratie environnementale ? Oui, merci pour la question. Dans l'état actuel des choses, non, on est très loin. Et en effet, si on regarde l'impact de la société civile sur les politiques, comme le schéma avec l'augmentation des températures l'a bien illustré, c'est absolument insuffisant. Mais ce n'est pas parce que le cadre actuel est insuffisant que ça va continuer à l'être dans le futur. Vu que nous vivons dans des démocraties et que les politiciens ont avant tout intérêt à obtenir un mandat politique et à le prolonger dans la durée, plus les citoyens prenant la cause environnementale au sérieux seront nombreux, plus les politiciens préoccupés par la chose environnementale seront nombreux, que ce soit pour des raisons instrumentales ou intrinsèques. S'ils le font pour la planète elle-même ou s'ils le font pour satisfaire leur électorat, au final, peu importe, à partir du moment où on a justement cette masse critique. Et c'est justement parce qu'on n'a pas atteint cette masse critique aujourd'hui que les politiciens ne prennent pas assez au sérieux tous ces jeunes et moins jeunes qui défilent dans la rue, mais attendez que ces jeunes et moins jeunes, y compris ceux qui ont parlé aujourd'hui, aient le droit de vote. À mon avis, cela peut radicalement changer les choses. Merci. Une autre question. Bonjour, juste un témoignage. Je m'appelle Louisa Maur, j'enseigne le chant dans une école de musique à Mondorf-les-Bains. Et nous avons eu très froid l'hiver dernier. On a travaillé tout l'hiver au froid parce qu'il fallait économiser l'énergie pour parler des actions des municipalités. Et ensuite, au mois de mai, voilà arrivé dans notre classe, alors que nous avons un tableau avec une craie qui marche très bien. Depuis des décennies, on écrit nos notes de musique avec une craie. Voilà arrivé un tableau, comment on appelle ça, Smartboard, enfin, ces trucs modernes qui servent absolument à rien pour enseigner la musique. Donc je me dis, et autre chose aussi, une machine photocopieuse qui marchait très bien, qui a été remplacée. Alors je me dis, quel est le besoin de consommation qui pousse ces mairies à être tellement contradictoires? Oui, dans le contexte actuel, ces baisses de consommation d'énergie sont justement dues à la pénurie de combustibles fossiles, notamment de gaz, à cause du conflit en Ukraine. Et cela montre toutes les difficultés auxquelles on doit faire face quand les politiques énergétiques sont plus subies que choisies. C'est pas pour faire face à l'urgence du conflit en Ukraine que beaucoup de politiques à travers l'Union européenne ont dû mettre en place des mesures drastiques, comme vous le disiez, avoir froid tout l'hiver quand vous enseignez, parce que justement, beaucoup de mairies n'étaient plus en mesure de payer le prix de l'énergie qui augmentait beaucoup trop. Si ces mairies avaient mis en place des politiques de transition vers les énergies renouvelables plus rapidement, elles n'auraient pas eu ce besoin en gaz et on aurait pu utiliser les panneaux solaires, les éoliennes. On dit très souvent aussi que le renouvelable, on peut beaucoup moins s'y fier que les bonnes vieilles énergies fossiles ou le nucléaire, mais si on regarde le nucléaire en France, énormément de centrales actuellement sont en maintenance, et les énergies fossiles, comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine l'illustre très bien, c'est également pas du tout quelque chose de stable. Donc ce qu'il faut arriver à mettre en place au niveau municipal comme au niveau national, c'est un mix énergétique peu émetteur en carbone, mais qui permet de garantir une production d'énergie suffisante pour les besoins fondamentaux, y compris et surtout dans un milieu éducatif comme le vôtre, qui est un milieu tout à fait essentiel, étant donné que l'éducation, c'est par là où on peut commencer justement à transmettre l'état des connaissances du monde et à faire monter la conscience environnementale. Merci. Une dernière question. Alors, bonjour. Alors, moi, j'avais une question concernant justement le fait que les politiques puissent changer et en restant dans un régime démocratique, et justement qu'il faudrait réussir à changer toute la Constitution pour ça. Mais est-ce que ça ne prendrait pas trop longtemps pour faire changer la Constitution et qu'on ne puisse plus agir quand la nouvelle Constitution sera entrée en vigueur? Oui, c'est un très bon point. C'est le risque de lenteur des processus démocratiques quand ils sont mis en place
pour arriver à un projet aussi ambitieux que refonder nos constitutions pour y inscrire la protection de la biodiversité et le changement climatique, le moment où cela sera fait, il sera peut-être déjà trop tard. Cette brève fenêtre d'opportunité dont le GIEC parle, peut-être elle sera déjà fermée. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est important de non seulement prendre différents niveaux politiques, national, supranational et infranational, mais également aller au-delà du politique lui-même. Dire que de manière individuelle et dans certains cas collective, il y a déjà énormément de choses qu'on peut faire indépendamment des politiques publiques. Certaines entreprises, par exemple, peuvent réduire leurs émissions et de fait réduisent leurs émissions même si les politiques ne leur demandent pas, étant donné que certains ingénieurs aujourd'hui ont une conscience environnementale extrêmement forte. Que la protection de l'environnement soit inscrite dans la Constitution ou pas, certaines entreprises sont déjà en train de faire la transition. Et au niveau individuel, on peut dire la même chose. Que ce soit par exemple en termes de choix de régime alimentaire, tout simplement, passer d'un régime alimentaire habituel, entre guillemets, à un régime végétarien ou vegan, cela permet aussi de contribuer aux réductions d'émissions le temps que les politiques adéquates soient mises en œuvre. Donc il y a toutes ces autres mesures non politiques qui permettent pas nécessairement de garantir, mais au moins de gagner un peu de temps pour augmenter les probabilités que quand le cadre politique institutionnel adéquat sera en place, il ne sera pas trop tard pour mettre en œuvre les politiques. Merci beaucoup Michel Bourban, qu'on applaudit une dernière fois.